la fusillade de 1999. Nathania Rubin accuse Didi le 27 décembre 1999, une soirée dans une boîte de nuit new-yorkaise, le Club New York, tourne au cauchemar. Nathania Rubin, alors âgée de 19 ans, affirme avoir été touchée au visage par une balle tirée par Sean P. Diddy Combs. Elle se tenait près de la porte d'entrée, observant une dispute qui, au départ, semblait n'être qu'une démonstration de machisme et de bravade. Des bousculades, des voix élevées, puis tout bascule. Rubin raconte avoir vu Didi et un autre individu sortir des armes de leur ceinture. « J'ai vu le flash des canons et senti l'impact dans mon visage », déclare-t-elle, affirmant n'avoir aucun doute sur l'identité du tireur. Rubin, simple spectatrice sans lien avec le conflit, insiste sur la gravité de l'incident. Elle décrit une scène chaotique. Après le coup de feu, la foule panique, les gens fuient, mais elle reste debout, refusant de s'effondrer. J'ai crié « Dieu, ne me prends pas, je dois élever mes enfants !» Elle attribue sa survie à une intervention divine, ayant entendu une voix lui dire de « se calmer » juste avant l'impact. Rubin déplore que son témoignage n'ait pas été pris au sérieux à l'époque, ce qui, selon elle, aurait pu éviter d'autres injustices. Elle demande aujourd'hui la réouverture de l'affaire, estimant que justice n'a pas été rendue. Malgré le témoignage de Rubin, Didi n'a pas été condamné. Moose Shine Barrow, un jeune rappeur présent cette nuit-là, a écopé d'une peine de près de 9 ans de prison, prenant la responsabilité de la fusillade. Didi, co-accusé, a été acquitté. Rubin s'interroge. Si des tests balistiques avaient révélé des traces de poudre sur Didi, pourquoi la police n'a-t-elle pas poursuivi les accusations? Cette question reste sans réponse claire, alimentant les spéculations sur une possible manipulation. Wardell Fenderson, ancien chauffeur de Didi et témoin clé, a affirmé que ce dernier portait une arme cette nuit-là. Il a également déclaré que Didi lui aurait proposé 50 000 $ ou une bague en diamant pour endosser la responsabilité de l'arme retrouvée dans leur véhicule, un Lincoln Navigator, après la fuite de la boîte de nuit. Ces allégations de subornation ont été centrales lors du procès, mais n'ont pas suffi à faire condamner Didi. Jennifer Lopez, alors en couple avec Didi, était dans le Navigator lorsqu'il a été arrêté par la police. Un officier a témoigné que tous les occupants du véhicule ont reçu l'ordre de poser leurs mains sur la voiture, mais Lopez s'est éloignée en disant qu'elle rentrait chez elle. Lorsqu'une arme a été découverte dans le véhicule, un sergent sur place a ordonné l'arrestation de tous les occupants. Lopez aurait alors déclaré « Ce n'est pas mon arme ». Les charges contre elle ont finalement été abandonnées, mais son rôle dans l'incident reste sujet à débat. Certains, comme la chanteuse Jaguar Wright, affirment que Lopez pourrait être impliquée dans une nouvelle enquête sur la fusillade de 1999, suggérant qu'elle aurait aidé à couvrir les agissements de Didi, voire à faire disparaître l'arme. Une théorie circule même selon laquelle Lopez et Didi se seraient secrètement mariés à l'époque, non par amour, mais pour des raisons juridiques. En tant qu'épouse, elle n'aurait pas pu être contrainte de témoigner contre lui. L'affaire a eu un impact culturel significatif, inspirant notamment un épisode de Law Order, SVU. Nathania Rubin critique NBC pour avoir profité de son drame sans qu'elle ait reçu de réparation pour sa vie bouleversée. Dans l'épisode, une starlette protégée évite de témoigner, et un rappeur prend la responsabilité. Un scénario qui, selon Rubin, reflète la réalité de son expérience. Elle s'indigne que son histoire ait été exploitée à des fins commerciales sans qu'elle en tire aucun bénéfice. Moses Shine Barrow, qui a purgé une peine de prison pour la fusillade, affirme aujourd'hui qu'il protégeait Didi cette nuit-là. Selon lui, Didi l'a trahi en fournissant des témoins à charge contre lui, contribuant à sa condamnation. Il a aidé le procureur à me mettre derrière les barreaux, déclare Shine, décrivant une relation marquée par la trahison. Bien qu'il dise avoir pardonné, il insiste sur le fait que Didi a détruit sa vie. Des spéculations persistent sur la relation entre Lopez et Didi. Certains affirment que Didi détiendrait des informations compromettantes sur elle, expliquant sa loyauté apparente. Des rumeurs évoquent l'existence d'une vidéo compromettante de Lopez, détenue par Death Row Records vers 1999-2000, qui n'a jamais été rendue publique. Reggie Brown, associé à Death Row, a confirmé l'existence de cette cassette, sans préciser pourquoi elle n'a pas été diffusée. Ces allégations alimentent les théories selon lesquelles Lopez pourrait être impliqué dans une nouvelle enquête fédérale sur Didi, ravivant les questions sur son rôle dans la fusillade. En 2025, Didi fait face à de nouvelles accusations graves, incluant trafic sexuel et transport de personnes pour prostitution, auxquelles il plaide non coupable. Une témoin, Bryna Bungolan, a allégué que Didi l'a menacée en la tenant au-dessus d'un balcon au 17e étage en 2006. Bien que cette accusation ait été écartée d'un procès pour des raisons juridiques, elle faisait partie d'un litige civil, les procureurs ont présenté des messages textes de septembre 2006, récupérés par un analyste informatique fédéral, confirmant des discussions sur l'incident. Ces messages, échangés entre l'assistante personnelle de Didi,
KK et Cassie Ventura parlent de compenser Bongolan pour ses blessures, renforçant la crédibilité de son témoignage. Les avocats de Diddy contestent ces allégations, affirmant que les messages suggèrent que Cassie n'était pas au courant de l'incident au moment où il s'est produit. Ils soutiennent également que Diddy était à New York et non à Los Angeles lors de l'incident du balcon et dénoncent des interruptions lors des contre-interrogatoires. Malgré ces efforts, les preuves textuelles ont affaibli leur défense et l'opinion publique reste divisée sur la culpabilité de Diddy. Rubin raconte une série d'événements qui, selon elle, l'ont conduite à cette nuit fatidique. Avant de partir pour le club, elle a été retardée par une série d'incidents. Un chien a fait tomber son bijou, elle s'est coupée avec du verre, et une voix intérieure, qu'elle attribue à Dieu, lui a ordonné de changer de chaussures. Elle a remplacé ses bottes plates par des talons hauts, achetés avec une carte cadeau reçue en échange d'une faveur. Elle considère ses bottes comme un symbole de foi et d'amour, affirmant qu'elles lui ont sauvé la vie. À son arrivée au club, elle a remarqué 2 ambulances à l'entrée, un présage inquiétant qui l'a marqué. Les rumeurs sur la vie personnelle de Lopez se sont intensifiées. Certains pensent que son mari Ben Affleck aurait pris ses distances pour éviter d'être mêlé au scandale. Contrairement à d'autres ex-compagnons de Lopez qui l'ont critiqué après leur rupture, Diddy a toujours parlé d'elle en termes élogieux, la décrivant comme l'un de ses grands amours. Cette différence alimente les spéculations sur un possible secret liant Lopez à Diddy, peut être une cassette compromettante ou un mariage stratégique. Ces théories, bien que non prouvées, continuent de susciter des questions sur la véritable nature de leur relation. L'affaire de la fusillade de 1999 reste un sujet brûlant, avec des témoignages poignants comme celui de Rubin, qui insiste sur la nécessité de rouvrir le dossier. Les accusations contre Diddy, combinées aux spéculations sur l'implication de Lopez, maintiennent cette histoire sous les projecteurs. Alors que de nouvelles preuves émergent, notamment des messages textes incriminants, le public et les autorités s'interrogent sur ce qui s'est réellement passé cette nuit-là et sur les conséquences pour toutes les parties impliquées.